Bienvenue à tous pour cette 20e conférence du dernier mardi du mois. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Le Guillou, qui est le président de Santé Respiratoire France, qui est une très grosse association qui est là donc pour agir ensemble pour 10 millions de patients respiratoires, qui va donc nous présenter ce Santé Respiratoire France et son fonctionnement, ses objectifs, etc. Je vous rappelle à tous que l'AFHU Respire est un projet retenu dans le cadre d'un appel à projet G4, donc qui est une fédération pour essayer de renforcer les relations hôpital-université, unité de recherche. Et notre objectif à nous est centré sur la santé respiratoire. Et on essaye d'améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée, prenant en compte les caractéristiques de dès l'enfance, l'environnement et les pathogènes, avec un certain nombre de partenaires. Les objectifs de ces dernières conférences du dernier mardi du mois, c'est à la fois de faire connaître la FHU Respire, mais également, les compétences et travaux de recherche des membres de la FHU, des extérieurs, des interactions qu'on peut avoir et justement nous essayons, d'augmenter nos interactions, notamment, directement vers les patients et le grand public. Donc, il y a multiples sujets. Elles sont donc organisées le dernier mardi du mois entre 13 et 14. L'idée étant de faire une présentation de 30 à 45 minutes et puis ensuite d'avoir 10-15 minutes d'échange pour les questions et que tout soit fermé et tout soit fini et fermé pour 14 heures au plus tard, de manière à ce que chacun puisse retourner et vaquer à ses occupations. Voilà le programme. Donc aujourd'hui, Frédéric. Normalement, au mois de février, c'est le docteur Macha Tétard sur les aspergilloses pulmonaires. Le 26 mars 2024, le docteur Lucille Regard sur un peu parcours BPCO et les pré-BPCO. Le 30 avril, le docteur Basile sur les pleurésies infectieuses et les résultats de l'étude PK-Plèvre. On a une ou deux possibles, enfin déjà probables intervenants pour la suite, mais surtout n'hésitez pas si vous avez une envie, des idées, etc. Et donc ça, c'est pour après quand tu auras terminé. Et donc, je vais terminer mon partage. Et j'y arrive. Hop. Alors non, je suis pas la plus douée. Ah voilà, arrêter le partage. Voilà, comme ça, je peux te rendre la main pour que tu puisses partager ton écran à ton tour. Et on va te laisser la parole. Ah, nous voyons deux écrans. Bon, là, normalement, comme c'est plus moi qui partage, ça va aller mieux. Alors, tac, 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 tac. Il faut que tu mettes juste en plein écran. Oui, c'est ce que je suis en train de chercher. Alors, En accueil. bas, moi, je le vois en bas de ton écran, Ah en oui, bas à droite. tac. C'est bon? C'est parfait. Bonjour, merci Claire, merci à la FHU de bien d'avoir accepté, de m'avoir invité plutôt à vous présenter Santé Respiratoire France. Alors, Santé Respiratoire France, bon, on va le dire, c'est une association loi de 1901 d'intérêt général et qui permet de rassembler en fait les 10 millions de personnes qui sont concernées par les maladies respiratoires en France et qui rassemble en fait des patients, des aidants et des professionnels de santé. Alors, comment je fais pour avancer? Voilà. Donc, voilà le plan que je vais suivre pour la présentation qui va durer à peu près 35 minutes. Donc, on se considère comme un sync-up, je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis, ensuite, quelles seront les missions de l'association, quels sont nos partenaires, et puis un petit mot pour comment nous contacter. Alors, Santé Respiratoire France, je vous ai dit, est un sync-up. Donc, on appelle ça un sync-up, c'est-à-dire l'alliance entre une start-up dans son mode de fonctionnement et d'un think tank dans son mode de réflexion. Et donc, pour ça, on s'est doté d'un certain nombre d'outils, en particulier un Living Lab en santé autonomie qui s'appelle le Respilable, que je vous présenterai tout à l'heure. Les pathologies respiratoires sont extrêmement importantes en France et elles progresseront dans les années à venir. Et on voit bien que c'est la 6e cause de mortalité en France, la 4e cause de mortalité pour la BPCO.
En France, on a à peu près 4 millions d'asthmes, environ 5 millions de BPCO. Avant, on disait 3,5 millions, mais ça tenait compte des chiffres qui dataient de 2000, d'une étude qui indiquait que la prévalence était d'environ de 7,5% des personnes de plus de 45 ans. Mais ça a déjà presque 25 ans, ces chiffres, et donc il faut, rien qu'en les actualisant, ça donne à peu près ce chiffre. Les apnées du sommeil, c'est plus de 6 millions de personnes en France qui sont concernées par les apnées du sommeil. Un sous-diagnostic certain, comme dans toutes les autres pathologies respiratoires. Et on a 1,5 million de personnes qui sont appareillées. Les insuffisants respiratoires, c'est-à-dire ceux sous oxygène ou ventilation non invasive, c'est 130 000. Cancer du poumon, à peu près 30 000 décès par an. Et puis la tuberculose, environ 5 000 nouveaux cas chaque année en France. Donc, ce n'est pas quelque chose c'est pas clair qui dira le contraire, qui est sorti des focus, hein, des maladies respiratoires. Et puis, il y a d'autres pathologies qui sont un petit peu plus rares. Donc, souvent, quand on présente ces chiffres, ils sont souvent complètement, enfin, complètement non connus, en fait, hein, du grand public. Ils ne se rendent pas compte que les maladies respiratoires, ça a une telle importance en France et c'est un véritable, actuellement, enjeu de santé publique. L'association Santé Respiratoire France, elle existe depuis 2003. Elle avait été créée par Yves Grillet. Je tiens aujourd'hui à lui rendre un hommage puisque il est décédé il y a seulement quelques jours et j'étais moi-même hier à la cérémonie pour un dernier adieu. Donc, Santé Respiratoire France créée pardon, association BPCO créée en 2003, qui a été transformé en 2019 en Santé Respiratoire France, tout simplement parce que ça répondait à une certaine demande de patients qui nous contactaient de plus en plus nombreux parce qu'ils avaient besoin d'avoir de l'information sur d'autres pathologies respiratoires que la BPCO, et puis que lorsque l'on présentait la BPCO, on l'utilisait davantage comme un modèle de maladie chronique en utilisant tout ce qui était transversal, que ce soit la prévention avec la vaccination, que ce soit la réadaptation respiratoire. Donc, tous ces éléments étaient déjà intégrés antérieurement, pareil pour l'éducation thérapeutique, etc. Santé respiratoire France se veut un acteur innovant au service de la santé respiratoire. Et puis, ses objectifs, c'est évidemment d'alerter, d'innover et de rassembler autour d'un certain nombre de projets. Et on a été assez partie prenante en première ligne pour défendre la santé environnementale, puisque nous avions fait, il y a un peu plus de presque 3 ans maintenant, des rencontres sur la santé environnementale. Et puis, il y a 2 ans, des rencontres sur l'alliance entre la santé numérique et la santé humaine. Donc, on est dans les sujets qui intéressent la société actuellement. Donc, on est complémentaire de la société savante, qui s'occupe essentiellement de sciences, et complémentaire de notre Conseil national professionnel, la Fédération française de pneumologie, qui s'occupe d'organisation de la profession. Donc, c'est une vision un tout petit peu différente que l'on a, nous, au sein de l'association. Et donc, l'objectif principal est d'améliorer la qualité de vie des plus de 10 millions de personnes qui sont concernées par la santé respiratoire, en ayant une prise de conscience qui soit collective et aussi en insistant sur la nécessité d'agir en faveur des droits des patients. Bien sûr, il s'agit d'une approche qui est positive. S'il y a de la critique, il faut qu'elle soit positive, et de comment faire pour améliorer les choses. Et c'est ce que l'on essaye de faire avec nos moyens. Comme toute association, on est composé d'un bureau, hein, avec des patients et des professionnels. Donc, j'en suis le président. 2 vice-présidents patients, Vincent Dafour. Alors, je donne leur diagnostic parce ils en parlent librement. Donc, il n'y a pas de secret puisqu'ils ont des vidéos d'eux sur le site internet de l'association et ils parlent de leur propre maladie. Donc, Vincent Dafour a une fibrose et est sous oxygène. Christiane Pochulu, elle a une BPCO sévère, également sous oxygène. Voilà. Et puis, Patrice Canu, qui est le représentant des patients, lui, il a plusieurs pathologies respiratoires, puisqu'il a aussi une BPCO et des apnées du sommeil. Élise Anton, qui est pneumologue à La Rochelle, et notre secrétaire, tiens,
il apparaît pas. Notre secrétaire, c'est, j'avais pas fait attention à ça, c'est Laurent Nguyen, qui est pneumologue à Bordeaux. Et nous avons aussi des administrateurs, donc Philippe Tiguem et Jean-Marie Grosbois, qui s'occupe, lui, essentiellement de réadaptation respiratoire en ambulatoire. À côté de ce bureau, nous avons développé depuis quelques années, et ça continue de se développer au fur et à mesure de notre développement, des délégués régionaux. Et on essaye à chaque fois de faire un duo professionnel et patient par rapport à ce duo dans différentes régions. Je vous voilà quelques exemples de personnes qui sont nos représentants. Alors, nos missions, je vous ai dit, alerter, innover, rassembler. Vous avez vu que ça fait R, hein, donc en prenant les premières lettres. Donc, c'est voilà. Et puis, mais aussi informer, hein, sensibiliser avec des échanges et pouvoir accompagner un certain nombre de projets. Alerter, nous le faisons à l'aide de plusieurs dispositifs. Nous avons tous les ans des rencontres au Sénat et puis nous réalisons des actions de plaidoyer et de relations publiques auprès des institutions et des décideurs publics. Rencontre au Sénat, c'était les 16e rencontres en novembre 2023. L'objectif à chaque fois, c'est d'avoir un thème sociétal en rapport avec les maladies respiratoires. Et sur une matinée, on essaye de balayer un certain nombre d'éléments avec quand même des objectifs, c'est-à-dire que nous souhaitons avoir des expériences qui soient à la fois nationales, mais aussi des exemples internationaux, avoir des professionnels, avoir des patients, avoir des politiques, avoir un certain nombre de décideurs également de l'administration centrale. Et c'est comme ça que l'on construit notre programme depuis maintenant, ça a été la 16e année. Donc là, Agnès Firmin-Lebaudot, qui était ministre auprès des professionnels de santé, nous avait fait la conclusion et nous avions d'autres personnes qui étaient présentes. Donc là, l'année dernière, notre fil rouge était sur l'activité physique et donc le thématique, c'était bouger pour mieux respirer. En 2024, notre thématique va être sur les aidants. À chaque fois que l'on fait les rencontres Sénat, bien sûr, il y a un travail préparatoire avant de plusieurs mois, puisque nous utilisons nous-mêmes notre Respilab pour réaliser une grande enquête auprès des personnes concernées. Et cette enquête sert de substrat en fait à la composition du programme et elle est assortie d'un certain nombre de propositions et ça nous permet de faire des propositions à la ministre. Ça, c'était le programme de cette année, par exemple. Vous voyez, c'est ce qu'il en était. Vous l'aurez de toute façon dans le document qui vous sera envoyé, mais ça respecte ce que je vous ai dit dans nos critères de conception du programme. Donc, vous voyez, il y a des gens de l'assurance maladie, de l'assurance complémentaire, de la HAS, des médecins, des professionnels, des startups. On fait aussi témoigner un certain nombre de startups tous les ans. Et puis, voilà. Et les propositions que nous avions faites cette année, c'était de pouvoir, premièrement, inclure l'activité physique adaptée dans le parcours de soins des malades qui vivent avec une maladie respiratoire chronique. Deuxièmement, qu'à la sortie de la réadaptation respiratoire, il faut ancrer l'activité physique adaptée et l'activité physique durablement dans le quotidien des patients, parce que si c'est un one-shot, ça ne sert à rien. Le bénéfice est perdu dans les 6 mois qui suivent. Et puis aussi, ça c'est un grand enjeu, c'est d'encourager la prescription de l'activité physique adaptée ou de l'activité physique par les médecins. Et ça, c'est ce qui en était ressorti de l'enquête que nous avions faite. Nous, enfin moi je suis médecin hein, de formation, je suis pneumologue, et donc effectivement, il faut qu'on balaye, nous, pneumologues, devant notre porte. On ne prescrit pas assez, on devrait favoriser cela. Et il y a sûrement des choses à envisager, que ce soit avec la Fédération de pneumologie, avec la Société savante, pour inciter davantage les professionnels de santé à prescrire de l'activité physique. Et puis également, tout ce qui est en le financement pérenne de l'activité physique. Alors, on a vu que c'était sorti du PLFSS, mais je pense qu'il y a un certain nombre de critères et de signaux qui nous disent que de toute façon, ça va revenir et dans les projets qu'il y avait, c'était seulement restreint au diabète et au cancer. Donc, peut-être qu'il faut revoir les choses pour élargir effectivement aux maladies chroniques. Donc, il ne faut pas voir ça forcément comme quelque chose de négatif pour nous, en tout cas, ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière.
La santé environnementale, on est très présent, je vous ai dit, sur la santé environnementale, puisque dans des réunions antérieures, nous avions soutenu hein, la reconnaissance et le déploiement d'un métier qui sont les conseillers en environnement intérieur, et on le fait toujours. On a des actions de communication actuellement grand public sur ce sujet, en particulier avec ce qui va arriver là, et vous êtes directement concerné dans les Hauts-de-France avec les inondations qu'il y a eu, les dommages qu'il y a eu dans les maisons. On peut s'attendre à une poussée des pathologies dues aux moisissures. Et à mon avis, ce n'est pas anodin si à votre programme, vous avez le mois prochain quelqu'un qui va vous parler de ce sujet. Et donc, on a commencé, nous, déjà à pousser dans les médias depuis le début de l'année la sensibilisation par rapport à tout l'environnement et aux moisissures. Et on parle également des conseillers en environnement intérieur. Nous sommes également partie prenante sur la télésurveillance. Nous avions réalisé l'année dernière, c'était notre fil rouge sur la santé numérique. Et donc, là, des grandes enquêtes qui ont été faites par l'association, les patients nous disent que le digital, enfin le numérique en santé, que ce soit la télémédecine, que ce soit les thérapies digitales qui arrivent actuellement. Alors, quand on parle de thérapie digitale, je ne sais pas de quelles origines vous êtes, mais dans les thérapies digitales, il existe un certain nombre d'applications déjà pour aider les patients au quotidien. Il y a Kinoxtyle, par exemple, pour l'aide au sevrage tabagique. Vous avez une application qui aide comment dire, les enfants à bien tenir 2 minutes sous la langue, la désensibilisation sublinguale sous la forme de Drago. Hein, donc, c'est une application. Vous avez encore, par exemple, le robot pour l'observance des asthmatiques avec Ludocare. C'est un petit robot qui permet de rappeler la prise du traitement. Donc, tout ça, en fait, ce sont des thérapies digitales qui sont faites pour accompagner le patient. Et donc, les patients nous disent que tous ces outils, que ce soit la télémédecine ou la thérapie digitale, n'ont d'intérêt que s'ils sont intégrés dans leur parcours. Donc, c'est extrêmement important d'entendre ces messages. Promouvoir la réadaptation respiratoire, je vous l'ai dit, et puis ça revient à ce que je vous disais, à soutenir la conception et l'expérimentation de solutions numériques innovantes, mais si elles sont intégrées au parcours du patient. On n'est pas là pour faire soutenir du marketing gadgetique du gadget pardon, qui n'a aucun intérêt pour les patients et qui sont simplement mercantiles. Ça, c'est clair. On a des actions de communiquer également. Hein. On a été beaucoup investi avec l'association sur un plaidoyer sur l'allocation adulte handicapé quand il fallait la déconjugalisation de la feuille d'impôt, en fait. On a été très présent lorsqu'il y a eu des messages qui avaient été dits par des représentants de EDF sur les coupures d'électricité. Il fallait tout de suite rétablir la situation et rassurer les patients. Dans la journée, notre communiqué était fait, diffusé avec de nombreux médias qui l'ont repris. Et donc, on participe aussi à ça. Il s'agit en rien d'aller agiter des peurs qui n'ont aucun intérêt et qui sont en plus fausses. Donc, sur le plan respiratoire, on reste extrêmement vigilant sur avoir des messages de qualité et pas et de contrer les fake news qui puissent circuler. On a des actions collectives également auxquelles on participe. On est très proactif dans les états généraux de la santé respiratoire, bien sûr, avec d'autres associations, puisque c'est un collectif qui est en train d'évoluer, de se maturer et qui rassemble, je ne sais plus si c'est 28 ou 29 associations. Donc, on est une de celles-là, mais on essaye d'apporter toute notre contribution. Et puis, on est membre également de l'Alliance contre le tabac. On est aussi membre, on a des rapports avec d'autres associations, que ce soit Mes Poumons, que ce soit Vaincre la mucoviscidose, où on a fait webinaire commun. Voilà, on participe à certaines actions transversales, bien évidemment. Et puis, on est un interlocuteur actuellement pour les institutions, la HAS, lorsqu'il y a eu la révision du guide de parcours de soins BPCO. C'était une nouveauté à l'HAS, ils avaient besoin d'avoir des patients. Donc, nous avons eu une patiente qui était présente lors de ces révisions de parcours, de même que pour la pertinence des indicateurs de suivi dans la BPCO.
On est en contact également régulier avec l'ANSM sur certains sujets. On l'a été sur les triples thérapies et puis pour pouvoir élargir la primo-prescription. On l'est actuellement pleinement mobilisé sur les hybrides inhalés. Voilà. On fait également, on transmet un certain nombre d'informations de notre réflexion également à la DGS, à la CNAM, et on a été sollicité, mais comme d'autres acteurs du milieu pneumologique, par la Cour des comptes, l'objectif étant d'avoir un plan santé respiratoire à terme, tout comme il y a eu un plan cancer, comme il y a un plan santé en psychiatrie, santé mentale, voilà. Donc, on essaye d'apporter toute notre contribution avec les autres acteurs, bien sûr, sur ce type d'action. Nous avons agi également sur la prévention des infections AVRS avec une table ronde qui a été réalisée en 2003, donc des actions de plaidoyer derrière. Et donc, des membres de la FHU étaient présents, donc Claire André-Jacques, bien sûr, mais aussi le professeur Astrid Vabray du CHU de Caen, virologue. Et donc, là aussi, leur message avec d'autres ont permis d'arriver à une synthèse globale qui a pu être ensuite transmise à la DGS. Et puis ensuite, sur le plan sociétal, en dehors des messages médicaux, bien évidemment, mais sur le plan sociétal, il y avait d'autres éléments, puisqu'il y avait d'autres associations de patients et de parents qui étaient présents. Ça permet également de pouvoir communiquer. Et nous avons transmis à la DGS cette synthèse. D'ailleurs, ils en étaient très largement demandeurs. Ils ne pouvaient pas y participer parce qu'ils ne voulaient pas être affichés, mais ils voulaient avoir les résultats de cette enquête. Nous sommes actuellement en train, avec d'autres associations, d'être actifs sur les pensions d'invalidité, avec une tribune qui a été publiée récemment dans Le Monde et signée par d'autres associations, Rénalo pour l'insuffisance rénale, Vaincre la mucoviscidose, France Parkinson, etc. Donc le monde des associations de patients se rassemble parfois lorsqu'il y a besoin dans un certain nombre d'actions collectives. Innover, donc, faire émerger des problématiques nouvelles pour les patients et les professionnels de santé. Alors, on s'est doté d'un Respilab. Respilab, donc c'est un Living Lab en santé autonomie qui a été créé en 2018 et qui a fait suite à des travaux préliminaires parce qu'il s'agissait de le concevoir de façon globale au départ avec deux masters de santé publique de l'école de santé publique de Rennes pour pouvoir créer quelque chose qui soit équilibré. L'objectif des Living Labs, il n'y a pas qu'en santé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça existe partout dans tous les domaines, c'est de pouvoir, c'est un espace en fait de co-création et de co-conception de projets pour des solutions innovantes, mais qui soient adaptées à l'usager. Alors, dans notre problématique à nous, l'usager est souvent le patient, mais ça pourrait être le professionnel dans certains cas, s'il le fallait, si on est sollicité pour. Et donc, il s'agit d'avoir un environnement, on dispose de psychosociologues, d'économistes de la santé, de juristes, de professionnels, de patients, et suivant le sujet qui est traité, on peut co-concevoir des projets sous la forme d'enquêtes, de focus group, d'un certain nombre de relectures également de documents. Même la HS nous a demandé de relire un certain nombre de leurs documents qu'il y avait sur certains points et on le fait, on le corrige, on l'a fait en particulier pour la réadaptation respiratoire l'année dernière. Donc tout ça est fait. Alors je vous ai cité des exemples d'enquêtes, mais je vous en ai déjà parlé, hein. Donc 2021, lorsqu'on fait une enquête, on crée un petit conseil scientifique, on crée un web questionnaire. Souvent, il faut quand même une vingtaine de minutes pour répondre à l'ensemble du questionnaire. Et ensuite, on l'envoie sur nos réseaux et les gens répondent. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que c'est sur 5 semaines généralement. Et là, vous voyez, 600 réponses complètes en 5 semaines pour la pollution. Sur l'observance de l'impact écologique des dispositifs inhalés, 644 réponses. Là, pour notre activité, l'étude sur l'activité physique, 568. Donc, vous voyez, on a quand même assez rapidement des réponses. On a participé aussi à un certain nombre de groupes de réflexion dans des contextes spécifiques où on peut activer notre Respilab en tant que, et puis un peu un think tank sur une problématique précise, hein, Covid-19. On l'a fait également sur l'innovation dans la BPCO à la fin de l'année dernière.
Et puis, on fait aussi des petites vidéos reportages. On forme des patients experts, ça, il faut que vous le sachiez. Ils peuvent être formés à l'Université des patients à la Sorbonne, c'est un DU universitaire, ou à Marseille, c'est les deux lieux qu'il y a, avec quand même un frein énorme pour des diplômes de ce type, ce qui est un peu surprenant quand même, avec des patients qui sont handicapés, qui ont des difficultés pour se déplacer, ce type de DU, des camps présentiels. Donc, je pense que c'est quand même un frein énorme pour pouvoir former des patients experts. Mais enfin, on en forme tous les ans. Cette année, je crois qu'on va avoir 4 patients experts en formation. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, on des partenariats où c'est avec un certain nombre de startups hein, qui peuvent nous aider. Pitch, par exemple, ou RecoSanté, qui est une startup d'État. Il y a une startup qui travaille dans le domaine de la télésurveillance qui nous a aussi sollicité pour avoir une relecture d'un certain nombre de leurs documents. Donc, tout ça se fait un petit peu au fil des besoins qu'ont les entreprises, bien évidemment. Nous publions évidemment nos grandes enquêtes parce qu'il ne s'agit pas de faire une enquête et qu'il n'y ait rien qui se passe derrière. Donc, il faut ensuite diffuser l'information. Donc, c'est systématiquement des abstracts pour le congrès de pneumologie. C'est parfois des publications dans des revues nationales ou internationales suivant le sujet. Par exemple, on avait fait une enquête sur BPCO et sexualité il y a 5 ans, qui a été publiée ensuite dans Respiratory Research. Et puis, on a d'autres synthèses qui ont été republiées dans la revue des maladies respiratoires. Donc, on essaye toujours de diffuser, de valoriser également la contribution que l'on peut apporter et qui puisse ensuite servir pour les recommandations de demain pour au moins avoir des visions de patients rassemblés avec des outils là aussi. Respiragora. Respiragora, c'est une plateforme que nous avons créée de toutes pièces. L'objectif initial, ça a été créé en 2018, c'était un projet du Respiraction, un hackathon respiratoire. Et l'objectif était en fait de pouvoir que les patients puissent communiquer les uns avec les autres de leur propre pathologie. C'est un peu les patients parlent aux patients, mais aussi qu'ils puissent aller faire de l'activité physique entre eux. Donc, c'est une plateforme digitale le patient peut se géolocaliser s'il le souhaite sur cette plateforme. Et ensuite, il y a tout un certain nombre de structures qui sont référencées à côté de chez lui pour qu'il puisse aller faire de l'activité physique. Alors, il y a bien sûr les centres de réadaptation respiratoire, mais pas que. Il y a aussi d'autres choses parce que bouger un peu, c'est déjà une première étape pour les patients. Donc, on essaye déjà d'avoir plein de structures qui sont référencées, des associations également. Il y a plein d'associations locales. Le tissu associatif est très, très riche en France et c'est important parce que les patients ne savent pas ce qu'il y a à proposition juste à côté de chez eux. Et donc ça, c'est un devoir d'information que l'on a pour eux. Respirer Golf. Respirer Golf, c'est une autre action que l'on a pour essayer de faire bouger les choses parce que Patrice Canu, qui est notre responsable patient au sein de l'association, a une marotte qui est le golf et le golf l'a sauvé hein, de sa BPCO parce qu'il a repris cette activité, il va marcher en extérieur, il peut aller faire un certain nombre de choses. Alors, il faut aussi voilà, il faut aussi démocratiser un certain nombre d'activités physiques, hein, donc quelles qu'elles soient. C'est un rythme qui est assez adapté hein, quand même aux patients respiratoires, cette activité physique. Et puis, le coût n'est pas si excessif que ça par rapport à la croyance populaire qu'ont les gens. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus cher qu'une paire de baskets pour aller marcher, mais ça coûte moins cher qu'une adhésion dans un club de sport. Parce qu'on peut très bien faire un peu de putting, déjà du putt juste sur un parcours d'entraînement, et là, ça coûte vraiment, vraiment pas cher en fait. Hein. Donc voilà, le coût n'est pas non plus un obstacle toujours. Et donc, on fait un certain nombre d'événements pour sensibiliser aux maladies respiratoires. Donc, 10 événements en 2023. Il y en aura à nouveau 10, un peu quadrillés partout en France en 2024.
Donc ça, vous imaginez l'énergie que ça demande à un patient qui a déjà une insuffisance respiratoire de pouvoir faire cela. Je crois qu'il faut vraiment, remercier ici Patrice de tout ce qu'il fait, pour les patients respiratoires et pour, transmettre une information de qualité, vulgarisée dans la bienveillance, sur les pathologies respiratoires et leur prise en soin. Nous avons décidé également depuis l'année dernière de faire des vidéos sur le quotidien des patients. Ça répond à une vraie demande. Comment je gère mon stress, comment je gère mon souffle, voilà, un certain nombre de petites vidéos qui sont faites. Donc, il peut y avoir la méditation. Il y en a d'autres qui sont en cours de réalisation. Comment je peux prendre ma douche, par exemple, sans être trop essoufflé. Voilà, comment dans le quotidien, on apporte grâce aux retours patients et aux expériences, de l'association, des professionnels qui l'accompagnent, un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir donner des conseils avisés, aux patients. Informer, je vous ai dit, ça c'est capital, hein, c'est une demande vraiment alors là, on a été, plongé là-dedans à partir de la COVID-19, où on a eu des demandes importantes, de patients vis-à-vis de cette pathologie parce qu'on va pas refaire l'histoire, mais enfin c'était un peu compliqué. On attendait tout et son contraire, beaucoup de croyances, beaucoup de faux semblants. Donc là, il s'agit, de donner une information, la plus claire possible, validée scientifiquement. Et donc là, on travaille avec une journaliste santé qui est Hélène Joubert, qui nous fait tout le rédactionnel de l'association. Et ben, je sais que Claire, par exemple, a déjà été interviewée à plusieurs reprises par Hélène, parce que lorsque l'on fait des articles, on tient à contacter les experts quand même du domaine pour avoir une information claire pour nos adhérents. Et on a un site internet, hein, également, qui a été complètement refait il y a presque 2 ans maintenant, avec de l'information sur les actualités, sur les pathologies, sur un certain nombre de dossiers. En particulier, on apporte de l'information sur les dossiers juridiques, hein, pour les patients, des fiches techniques complètes. Alors, dossier juridique, par exemple, c'est la RQTH, l'ALD, tous ces fiches sont sur notre site. Et puis, sur la télésurveillance également, on a fait une fiche complète. Voilà, on essaye d'apporter cela et ça se complète au fil des demandes et des besoins, évidemment, qu'il y a. Témoignages écrits, des fiches pratiques. Par exemple, les personnes qui vont voyager, ben, on a fait une fiche pratique. Ça va être les sports d'hiver, donc on sait très bien que l'air à la montagne est un peu particulier quand on vient de la plaine. Donc, il faut avoir quelques conseils que l'on puisse donner, hein. Il ne s'agit pas d'avoir. C'est quand même un peu dommage qu'une famille descende parce que l'enfant a fait une crise d'asthme, parce que tout simplement l'air est plus sec et qu'il ne savait pas comment faire et qu'il ne trouve personne. Et bon, il y a des moyens d'anticiper et de donner quelques conseils là-dessus. C'est pareil par rapport les coupures d'électricité, tout ça, on a toutes les fiches pratiques qui sont faites maintenant également sur le site de l'association. On a des rendez-vous également, hein, réguliers, des webinaires, des tables rondes, je vous en ai déjà parlé. Notre prochain webinaire sera au mois d'avril et traitera d'une thématique qui intéresse beaucoup les patients, en fait, qui est la recherche clinique. Et donc, ils sont intéressés de savoir qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique, comment ça se fait en pratique. Voilà, et je pense que c'est extrêmement intéressant que l'on puisse faire ce type de webinaire parce que, en fait, même les professionnels, après, ils n'ont pas toujours le temps d'expliquer. Ça prend du temps, hein, d'expliquer ce que c'est qu'une, qu'une, une, un protocole de recherche. Et à ce moment-là, ils peuvent très bien dire, ben voilà, vous pouvez aller voir le webinaire et on se revoit dans 8 jours. Vous nous dites si vous avez envie de participer, etc. Ça peut être une autre aide ou une autre vision, en fait, pour le patient. On l'avait fait, par exemple, pour les valves endobronchiques, qui est une thématique extrêmement précise à la demande des patients. Et alors, ce webinaire, il a été vu plus de 16 000 fois. C'est pour vous dire que la demande des patients et le besoin d'information est extrêmement important pour quelque chose qui est une niche quand même dans la prise en charge thérapeutique des patients. Donc, c'est extrêmement important d'apporter cette information.
Donc là, je vous voilà quelques exemples de webinaires que l'on a fait l'an dernier. Un sur le Covid long, parce que là aussi, il y a besoin d'avoir des informations. Et donc Claire y avait participé. Puis on en a fait une autre sur la BPCO, hein, donc pour avoir une vision de comment vivre avec une BPCO. Et puis on en a fait une également sur le sevrage tabagique. Il s'agissait d'un webinaire commun avec l'Alliance contre le tabac. Voilà quelques images. On fait des fiches également pratiques puisque on est présent sur un certain nombre d'événements et c'est important de pouvoir donner de l'information sur différentes pathologies et une plaquette de l'association. Sensibiliser, échanger, on est partie prenante bien évidemment sur tout le parcours de soins et donc en particulier sur la prévention et la détection des pathologies respiratoires. Et croyez-moi, tous les acteurs sont les bienvenus pour s'impliquer dans la prévention sur ces pathologies respiratoires en France. Donc, on participe à toutes ces journées, hein, sous une forme ou une autre. Ça peut être en présentiel, ça peut être à des meetings, etc. Voilà, donc journée mondiale contre le cancer, le sommeil, l'asthme, le tabac, les allergies, la vaccination, la greffe, le mois sans tabac, la journée mondiale de la BPCO. Donc, on essaye d'être présent sur tous ces événements. On est présent également sur un certain nombre de congrès parce qu'il s'agit de diffuser l'information, de nous faire connaître également. Et là, c'est tous les événements auxquels on a participé en 2023 et auxquels on participera également à un certain nombre. Déjà, c'est programmé en 2024 puisque nous étions au CPLF ce week-end. On sera aux journées respiratoires sommeil pratiques le 22, le 23 mars avec cette année des rencontres patients qui vont être faites sur maladies respiratoires et sommeil le vendredi après-midi et le samedi matin. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme des JPRS et JPRS Rencontres Patients, hein. Donc, c'est une inscription à part des professionnels, bien sûr. Nous serons présents également au congrès d'allergologie à Alvéole. Nous serons présents également à Alvéole. Et puis, un certain nombre d'autres événements, probablement au cours de l'année, en fonction des différentes sollicitations. Nous avons des partenariats également avec un certain autre nombre d'autres événements. Je vous ai dit, on participe à la Mes Poumons, aux événements de Mes Poumons, dont le but est de sensibiliser sur le poumon sain, cette fois-ci. On participe à un certain nombre de journées patients. Là, on va être à Morzine au mois de juin. On a été à Verdun Expo en septembre 2023 et on a repris date pour 2024. Il y a un village du Souffle dans le Var qui avait lieu à la fin novembre et donc on y sera de nouveau en 2024. Donc vous voyez, on s'inscrit également après dans la durée et dans la pérennité pour faire perdurer ces événements. Nous sommes extrêmement présents dans les médias et nous sommes depuis 2 ans maintenant accompagnés par une société média. Sur les réseaux sociaux également, nous sommes extrêmement présents. Quelques chiffres, alors on a actuellement 5000 adhérents à la Santé Respiratoire France. En followers sur les différents réseaux sociaux, on est à plus de 12 000 ou 13 000 personnes qui nous suivent. Et alors, sur des réseaux sociaux, là, en un an, c'est des progressions de 28%. C'est énorme. Et on est présent également dans les médias. Alors, ce n'est pas les mêmes qui adhèrent à l'association et qui nous suivent sur les réseaux. Parce que les jeunes ne font pas la démarche d'aller remplir une fiche d'inscription. Et c'est pour ça que c'est important d'indiquer les deux hein, pour avoir une meilleure visibilité de l'association. Alors, les médias, c'est tous médias confondus. On a eu quasiment 280 retombées médias. J'ai à titre personnel dû faire au moins 80 interviews différentes au cours de l'année. Donc, ça prend du temps, hein, c'est sur tous les sujets. Vous voyez quelques exemples. On a été très partie prenante sur un plaidoyer contre la PUF. Par exemple, donc on est dans les sujets de société, hein, la vaccination, bien évidemment, on a été très partie prenante pour c'est pas un vrai vaccin, mais pour le VRS chez l'enfant, c'est des anticorps monoclonaux, mais c'est une
forme de vaccination pour les gens dans le public, donc on a été très partie prenante. On va l'être pour la vaccination AVRS des sujets de plus de 60 ans, bien évidemment. Voilà, donc la pollution de l'air, je vous ai dit, hein, sur Aspergillus par exemple, mais d'autres choses parce qu'il faut faire tomber les messages qu'ont l'impression d'avoir les gens dans le grand public. Quand on parle pollution, on parle toujours pollution atmosphérique. La pollution intérieure est environ 3 à 5 fois plus importante en termes d'exposition et en termes de conséquences que la pollution atmosphérique. Mais ce n'est pas la même chose, hein. Il faut savoir, dans la pollution intérieure, remettre un certain nombre de comportements individuels en cause et ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus délicat et c'est beaucoup plus facile d'aller accuser lambda de pollution intérieure. Donc, dans les pathologies respiratoires, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont quasiment toutes des pathologies environnementales et des pathologies comportementales. Et donc là, nous, on essaye d'agir à notre niveau d'association pour essayer de faire bouger un peu les lignes. Et c'est pour ça qu'aussi un collectif comme celui qui est en train de se créer avec les États généraux de la santé respiratoire est extrêmement important. Voilà quelques éléments de médias dans lesquels nous avons été, alors que ce soit presse, grand public, spécialisé, radio, chaîne d'information télévisuelle, on est partout, hein, et puis sur les médias en ligne également, donc on essaye d'avancer. Bien évidemment, tout ce que je vous montre, c'est le reflet d'une équipe qui est aussi dans cette vision de l'association de ThinkUp, hein, je vous ai dit, donc un peu d'ambiance de start-up et de réflexion comme un think tank. Donc Hélène Joubert, que je vous ai dit, Marie Plirotet, qui nous donne quelques conseils également en stratégie, développement sur certaines thématiques. Odile Sauvaget, qui est la directrice de l'association et qui est la seule salariée de l'association depuis environ 1 an, tous les autres étant des chargés de projet simplement, et ils ont leur propre structure. Nous avons évidemment quelqu'un qui s'occupe de nos réseaux sociaux comme Community Manager, qui est Julie Albank, et puis Camille Ouzé, qui est la graphiste, qui a fait en fait, par exemple, le calque de diapositives que vous avez, tous les logos, enfin toutes nos plaquettes qui structurent tout, le programme au Sénat, etc. Donc, c'est également des choses importantes que l'on a besoin dans la vie associative. Voilà, donc pour fonctionner, sachant que l'inscription est gratuite pour les patients, nous disposons d'un certain nombre de partenaires, hein, de partenaires soit global de l'association, soit simplement d'un projet vis-à-vis du Respilab. Et donc, on vous a cité ici quelques exemples de partenariats que l'on a. Bien évidemment, nous travaillons en toute transparence et nous avons une charte éthique de règlement, de fonctionnement entre notre association et nos partenaires, car il est hors de question que nous puissions être mis en cause par un quelconque élément de ces partenaires. Et réciproquement, si nous, on était entachés de quelque chose, il est hors de question que ça retentisse sur le partenaire également. Donc, c'est dans les deux sens que ça fonctionne, cette charte éthique. Et c'est extrêmement important que les associations puissent avoir ce type d'éléments. Comme ça, c'est vraiment clair et précis. Le but étant d'accompagner les patients respiratoires tout au long de leur vie. Voilà, donc si vous voulez nous contacter, eh ben, on a une adresse contact, contact@santé-respiratoire.com. Nous avons aussi le site internet. Vous pouvez adhérer en ligne. Vous pouvez également, si vous avez envie, faire un don. Nous pouvons recevoir les dons. Il n'y a pas de problème. Et si vous avez également envie ou un besoin de projet en santé respiratoire, nous sommes bien évidemment à votre écoute pour pouvoir écouter tous les besoins et nous essaierons d'être le plus facilitateur possible avec un objectif d'être opérationnel assez rapidement quand on met quelque chose en œuvre pour pouvoir aider tout à chacun avec, comme je vous l'ai indiqué, cette vision sociétale de la prise en soin du patient tout au long de sa vie et aussi des aidants. Merci de votre écoute et je reste à votre disposition pour toutes les questions.
Merci beaucoup Frédéric. Bon, c'est bien, on voit le dynamisme de votre association, hein, parce que on est, enfin, personnellement, je suis assez impressionnée. Et alors, on n'a pas les mêmes, on va dire qu'on n'a pas la même aide et vous êtes une vraie équipe pour le faire. Nous, on aimerait pouvoir communiquer autant que vous et je pense aller vers le grand public beaucoup plus que ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et je pense qu'il y a potentiellement, des partenariats, qui pourraient, se créer, entre notre FHU et votre association, en sachant Mmh, que les objectifs sont communs puisque c'est dans les 2 cas d'améliorer la santé respiratoire, mmh. des patients. Alors je ne sais pas si tu as des questions avant de te relaisser la parole? Elles vont peut-être venir après. Alors je ne sais pas si toi tu vois quelque chose, mais en tout cas nous on aimerait plus communiquer vers les patients clairement. On est en train de réfléchir sur des petites capsules vidéo, sur des moyens d'aller, vers, vers les patients. On a notre petite chaîne YouTube et c'est vrai qu'on est à petite échelle si on se compare à vous. Donc je ne sais pas s'il y a peut-être des ponts à faire entre nos 2 structures qui ont des objectifs à la base différents, même si le but final est identique. Alors déjà, tout ce que l'on a nous, utilisé, vous pouvez le reprendre, il y a aucun problème, hein, puisqu'ils sont disponibles, tout ce qui est en accès, c'est d'accès libre, hein, donc n'importe qui, peut le reprendre. On a un certain nombre de vidéos parce que ce que l'on fait on fait extrêmement attention, de tout transposer en langage patient quand même, hein, Oui, pas oui, voilà, donc ça, c'est quand même et c'est eux qui nous aident le mieux, hein, parce que des fois, nous, on pense moi, je suis professionnel, hein, comme toi, mais donc mais nous, on utilise des termes et des fois, on sait même comme c'est notre quotidien permanent, on sait même plus que c'est pas un mot qu'ils ne connaissent pas donc oui, mmh. Donc ça, il y a une retranscription langage patient qui est faite systématiquement. d'accord et après voilà, il y a peut-être des choses que nous on fait, qu'on pourrait peut-être mettre en langage patient pour diffuser, vers le grand public. C'est vrai que pour Aucun l'instant, nos problème. seules actions qu'on a vers le grand public, elles sont lors d'événements qui sont, comment dire? On va dire nationaux de type, la fête de la science où c'est vrai que on a organisé des choses dans nos différentes structures, on a essayé de se coordonner. Donc là, on a eu du contact avec le patient, mais ça reste limité. C'est vrai qu'on est encore très dans la recherche, que ce soit la recherche fondamentale, la recherche clinique, Mmh, on essaye d'avancer. Il y a des choses qui sont faites, mais on est plus du côté encore recherche scientifique que du côté, mmh. transmission, vers les patients. Oui, bah, c'est pour ça que nous, on est là, en fait, hein. C'est notre objectif, il est là, hein, de pouvoir faire le lien entre tout ça, hein, donc il y a pas de problème. Pour nous, il y a aucun souci, hein. Si vous avez envie de nous contacter, par exemple, effectivement, la fête de la science est extrêmement intéressant. On a toujours d'ailleurs, l'INSERM nous contactait, au moment de ces journées également, à un moment donné. L'année dernière, je ne sais plus, mais pendant plusieurs années, en tout cas, on a été contactés, Et donc c'est l'année des choses qu'on dernière, peut c'était faire. quand même, le sport et santé, hein, Oui, le donc on a surfé dessus, là, pour le coup. ah bah, ça, il fallait. Et Donc si nous, voilà. on a choisi d'avoir l'année dernière, comment dire? L'activité physique comme thématique, c'est parce que, nos rencontres au Sénat, c'est toujours en fin d'année et du coup, ça nous a permis de travailler le sujet l'année dernière pour avoir toute la matière cette année, hein, qui est une Mmh. année quand même, cette année, la grande cause nationale, en tout cas, c'est l'activité physique et le sport, hein, donc voilà, donc il s'agit de pouvoir aussi, là, on a un objet on a, pour les pathologies respiratoires, quel que soit son positionnement, je pense qu'il faut qu'on soit tous, tous, tous actifs sur le sujet. Mmh. Non, je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que bon là, je pense qu'il y a notamment, je vois quelques membres de notre, parce que nous on est organisés, on a le comité de pilotage, le conseil scientifique et on a un ensemble qui s'appelle enseignement, diffusion, communication et le petit groupe enseignement, diffusion, communication, je vois quelques noms qui sont connectés, qui ont dû, entre guillemets, «boire tes paroles» parce que c'est vrai que, bon, nous on a les difficultés de notre statut pour la communication, c'est-à-dire qu'on n'a Mmh. pas de site internet. On a juste une page parce que, bah, il y a problème, c'est hébergé par le CHU. On a un compte sur LinkedIn, mais tu vois, on n'a pas, Mmh. Facebook, Twitter et cetera. Mais en même temps, parce qu'on n'a pas le temps de le ju enfin,
on n'a ni le temps ni les compétences en fait de gérer Ah oui, oui, ces outils, c'est hein. sûr que ouais, c'est du temps. Mmh. Et donc là, vous répartissez vraiment la tâche de qui fait quoi, pour parce qu'il faut Ouais. alimenter en permanence? Ah bah, c'est simple, hein. Moi, en termes déjà, ça me vous voyez bien que c'est comme ça se fait pas tout seul, hein, donc ça, c'est sûr, hein. Donc moi, c'est pour moi, c'est une journée à une journée et demie par semaine que je consacre à l'association, effectivement, j'ai, une réunion de 30 minutes, toutes les semaines, déjà pour faire les points sur tout ce qui se passe et on a une réunion de 1 heure, 1 fois par mois qui est un peu élargie, pour, toutes les orientations, et cetera, les nouveaux projets, les demandes que l'on a et cetera. Oui. Oui, non, c'est beaucoup de temps, hein, c'est sûr Ah que oui, c'est bah, oui. Ah oui. mais c'est efficace, c'est ça qui est important et donc C'est un engagement, mais ouais. bon, comme tout ce que Non, non, mais je pense qu'on voilà, on vu qu'on va vers le même but, je pense qu'il y a clairement des choses ouais, qu'on peut faire en partenariat, si ça vous exactement. intéresse qu'on soit partenaire, Mmh. Exactement. Après, on nous dit quand on a des partenariats avec certaines associations, il peut être moral, il peut être écrit, hein, c'est pas un problème, hein, donc ça nous pose aucun problème. Mmh. ça marche. Bah, je reviendrai, vers toi, je pense, comme ça on fera ça, entre guillemets «bien», mais ça me semble, très important. Je sais pas ce qu'en pensent les autres et puis, de toute façon faut savoir que, bon, on n'est pas les meilleurs ni en termes de communication, mais on a quand même si tu en es d'accord, mais je pense à mon avis, tu en es d'accord, on aime bien, diffuser, sur, la chaîne, YouTube de notre FHU les dernières conférences dernier mardi du mois, sauf si c'est quelque chose qui est sous embargo forcément. Mais Non, là, je non, pense non, pas non, qu'il y non, ait non, bah, non, non, d'embargo non, j'ai sur, pas mis de toute façon, les projets qui ne sont pas encore validés en interne ne sont pas présentés, bien évidemment, hein, donc bien sûr. Non, non, mais comme ça permet à ceux qui n'ont pas pu se connecter, d'aller, te réécouter. Ça mmh, nous permettra, je pense aussi de rediscuter justement au cours, d'un copil ou d'un EDC, de comment on peut s'articuler, avec vous, par exemple. mmh. Oui, oui. Nous, on est Heu, extré alors notre force au sein de l'association, c'est qu'on est extrêmement agile, et que, toutes les personnes qui sont dans les chargés de mission, de l'association, s'adaptent. J'ai une équipe formidable, hein, donc ça, c'est vrai et qui, est dynamique, qui quand on demande quelque chose, tac, 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 c'est fait, tout de suite, ça va très, très vite, hein. Mmh, mmh. ah ouais, non, non, mais c'est Par important. exemple, quand il y a eu le problème des coupures d'électricité, enfin, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était le grand, grand bazar, hein. Il y avait les patients qui nous appelaient de tous les côtés, ils se disaient ce qui alors, les comme par hasard, les gens qui mettent pas leur traitement, c'était un grand scandale parce que du coup, là, ils pouvaient pas le mettre. Enfin bon, c'est quand même Oui, très oui, c'est particulier sûrement donc ceux-là qui sont le plus pleins. ouais, ouais et donc du coup, il s'agissait de couper l'herbe sous le pied à ça, donc j'ai fait le communiqué dans la journée, hein. Donc c'est vrai que c'est, entre les consultations, c'est passer des coups de fil à droite, à gauche, faire un communiqué, avoir la journaliste, mais bon, c'était fait. Heureusement, hein, qu'on a été vite, hein. Mmh. Oui, oui, non, c'est important donc non, non, mais je pense qu'il y a des choses à construire ensemble Mmh. et je te remercie vraiment donc, pour cette, présentation. Je vois l'heure qui tourne, il va m'être, je vais donc faire la conclusion à moins que tu aies quelque chose que tu veuilles rajouter. Bah, je suis très content de participer à ce type de rendez-vous parce que Mais ça après fait voilà, c'est connaître ouvert, hein, si tu l'association et ça fait voir les besoins des uns et des autres aussi, hein, donc mmh. et sachez que, bah, voilà, nous on est là alors, pour le coup, dans les membres mis à part si puisque j'en vois un qui est là, qui est à la fois membre de la FHU, mais qui aussi est patient. Et qui est pas du tout médecin, donc parce qu'on n'est pas complètement, enfin, on a des scientifiques purs, on a des médecins, qu'ils soient, médecins cliniciens ou microbiologistes et puis on a, aussi des personnes de la fac d'histoire et du monde des sciences humaines et sociales, donc on a un panel un tout petit peu plus large que de classiques, on va dire. Ah bah, Un tout petit peu, hein, parce que malheureusement c'est pas la enfin, bah, c'est pas la majorité mmh. forcément. Ouais. Alors, pour ton inform donc, en histoire, par exemple, aux rencontres Esséna, il y a quelques années, on avait fait intervenir, Philippe Clairet,
qui est le directeur des musées de Villedieu-les-Poêles, par exemple. Et c'était justement au moment du Covid où il nous avait fait l'histoire des épidémies. Et donc, c'était extrêmement intéressant. Mm. Eh ben, Bruno qui est là, qui a ouvert son micro. Donc nous, il nous a surtout parlé. Donc, Bruno, je te laisse parler. On a fait aussi l'histoire des épidémies, mais sur une épidémie particulière qui était celle du choléra. Je précise qu'on n'est pas en faculté d'histoire, on est historien et en faculté de sciences de l'éducation. Oui, Pardon, oui, c'est sciences de l'éducation. Sciences ouais. humaines On, et on a sociales, beaucoup on va dire. et parlé beaucoup d'écoles justement Voilà. et même l'école en plein air au moment des épidémies, etc. C'était Mm. super intéressant. Ouais. Donc voilà, on est un peu plus large que le classique, même si on est quand même très Bien. centré, forcément en tant que professionnel, sur le scientifique et autour du patient, de l'environnement et des pathogènes. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire hein, au sein de l'association. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter, hein, quasiment toutes les semaines, il y a une newsletter qui est envoyée avec de l'information, avec un certain nombre d'éléments. Ça vous permet d'être informé déjà, hein, donc de certaines choses. Voilà. Mm. Ça marche. Et puis potentiellement, on pourra peut-être diffuser certaines choses via votre canal. Oui, pas de problème. Ça marche. Est-ce que tu peux départager ton écran, juste le temps que je repartage pour, euh, pour terminer? Donc, d'abord, un très, très grand merci à toi puis à toute ton équipe hein, pour nous avoir présenté votre association ultra dynamique. Euh, le prochain rendez-vous, c'est le mardi 27 février à 13 heures. Donc là, on parlera donc mucoviscidose et aspergillus, donc avec le docteur Macha Tétard du CHU de Lille. Et donc on varie. La prochaine est réservée aux professionnels de santé, mais voilà, certaines de nos conférences sont réservées aux professionnels de santé parce qu'elles vont toucher enfin, elles vont avoir un parler scientifique qui va pas être adapté aux patients, mais d'autres sont ouvertes au grand public. Je dirais qu'on a 50-50 sur les dernières conférences du dernier mardi du mois. Donc un grand merci Frédéric et un grand merci à tous d'avoir été présents. Et puis je vous donne rendez-vous le 27 février. C'est bien dommage que cette année, le 29 février, qui est tellement rare, ne soit pas un mardi. Ça aurait été rigolo, mais c'est pas le cas. À bientôt et bon courage Merci. à tous. Merci, au revoir. Au revoir.